Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, chers maîtres, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter ce cas clinique intitulé « Un cas de syndrome de Cartagénaire observé au service de pneumophysio de CHI Pesaga de Majunga ». Nous allons suivre le plan suivant. Après l'introduction, nous allons vous présenter notre cas clinique, puis nous allons faire la discussion avant de conclure. En introduction, le syndrome de Cartagénaire est caractérisé par le triade suivant: une bronchectasie, une sinusite chronique et le situs inversus. C'est une maladie rare, génétique en transmission autosomique récessive, liée à une anomalie des cils respiratoires. Il a été décrit la première fois par Sivert en 1904, puis en 1933 par Cartagénaire. Notre objectif dans cette présentation est de déterminer la place de l'imagerie dans le diagnostic de ce syndrome en absence des investigations ciliaires. En ce qui concerne notre cas, il s'agit d'une fille de 19 ans admise au service de pneumo pour une dyspnée britale, de douleurs thoraciques, de toux, des expectorations jaunâtres, inodores, de grande abondance. En effet, cette fille a présenté des épisodes de ce signe depuis son enfance. Elle a présenté au minimum 5 crises jusqu'à aujourd'hui. Elle a été toujours traitée par bronchodilatateurs et de corticoïdes. En effet, elle a été considérée comme asthmatique. Quels sont les signes physiques? On avait noté une diminution de vibration vocale avec submatité au tiers inférieur de 2 basses pulmonaires associée à une diminution des murmures vésiculaires et de crépitations. En examen ORL, on a constaté une surdité de perception, l'ECG était normal et la biologie n'a pas révélé des anomalies particulières. L'examen de bas était négatif. Devant tout ce signe, nous avons demandé une radiographie du thorax qui nous a montré une distension thoracique avec une opacité triangulaire de 2 bases pulmonaires bien limitées à limite externe bien nette. Nous avons constaté également la présence d'une image aérique à droite. Donc cette image nous fait penser à une poche à air gastrique. Bon, nous avons demandé également une incidence de Blondeau qui a montré des niveaux hydroaériques de 2 sinus maxillaires. Devant ces signes, nous avons demandé un scanner. Ce scanner nous a montré des bronchectasies, surtout au niveau des poumons droits, avec quelques broncholectasies associées à un début de micronodules branchés en arbre de Brujon en rapport avec un début de bronchiolite. On note également des évacuations mycoïdes et une atélectasie de 2 lobes inférieurs. Un scanner abdominal nous a montré la présence d'un foie à gauche, rate à droite avec estomac à droite et 2 parenchymes spléniques en rapport avec polysplénie. Le rein n'ont pas de problème et les autres organes étaient normaux. Nous avons demandé également un scanner du massif facial qui nous a montré la présence de niveau hydrique avec un épaississement muqueux en cadre des 2 sinus maxillaires en rapport avec sinusite maxillaire chronique avec poussée aiguë. Les coupes qui passent par la pyramide pétreuse montrent un comblement de l'oreille moyenne. Dans la foulée, nous avons demandé une échographie complémentaire pour compléter notre investigation et l'écho cardiaque n'a pas trouvé de dextrocardie. À l'échographie, il a été confirmé la présence d'une polysplénie dans l'hypochondre droit, de foie dans l'hypochondre gauche, ce qui fait que c'est un situs inversus. Au total, notre patiente avait présenté une sinusite, une bronchectasie avec situs infectis, ce qui
ce qui prouve que c'est un syndrome de Carter-Jenner. Quelle est la dernière prise en charge faite par le service de pneumo? On lui a donné un corticoïde avec bronchodilatateur, puis la kinésithérapie respiratoire a été faite. L'évolution de notre patiente, elle n'avait présenté des crises et actuellement la patiente est sous surveillance. En ce qui concerne la discussion, le syndrome de Carter-Jenner est une pathologie peu fréquente, environ 1 sur 32 000 habitants. C'est le premier cas retrouvé à Majunga et il touche les deux sexes. Notre cas, c'est une fille de 19 ans. Ce syndrome fait partie des dyskinésies ciliaires primitives, c'est-à-dire les dyskinésies ciliaires primitives plus situs inversus donnent le syndrome de Carter-Jenner. Quelle est la physiopathologie de ce syndrome? D'abord, à l'état normal, la muqueuse respiratoire est tapissée des cellules ciliaires et chaque cellule ciliaire renferme 200 cils. Il y a deux types de cils, les cils mobiles et les cils immobiles. Voici l'exemple des cils mobiles, c'est un axonème, c'est un cytosquelette interne qui est un support de mouvement des cils mobiles. En effet, à l'état normal, chaque cil bat jusqu'à 600 fois par minute. Ce battement cilaire entraîne une évacuation de mucus appelée épuration muco-ciliaire. C'est le premier signe de défense de l'appareil respiratoire. Qu'est-ce qui se passe en cas de syndrome de Carter-Jenner? Au niveau des cils mobiles, il y a une mutation génétique. Cette mutation génétique entraîne un défaut de structure ciliaire, une anomalie des cytosquelettes que je vous ai montré tout à l'heure, et ceci engendre une anomalie de battement des cils. Et ce battement entraîne un gène de l'épuration mucociliaire, et cette rétention mucociliaire entraîne également une manifestation respiratoire. En ce qui concerne les cils primaires ou cils immobiles, la mutation génétique entraîne une transposition des organes pendant le développement embryonnaire. C'est-à-dire, ces cils primaires jouent le rôle dans la latérisation des organes. Cette transposition des organes est responsable de situs inversus. Pour les signes cliniques, la manifestation clinique, depuis dès l'enfance, comme dans notre cas, dans 50 à 70%, ça se manifeste par des signes respiratoires, notamment la détresse respiratoire, des bronchorrhées, de tout, souvent de surinfection comme bronchiolite ou pneumonie. D'autres manifestations sont associées, notamment la manifestation rhino-sinusienne et la manifestation otologique, c'est-à-dire l'otite moyen aigu et l'otite séromuqueuse. Ça s'explique par le fait que, en cas de rétention mucociliaire, le phénomène inflammatoire entraîne une obstruction des méas sinusiens et des ostéas sinusiens et s'entraîne également une obstruction des trompes de stage, d'où la manifestation rhino-sinusienne et otologique. D'autres manifestations sont retrouvées dans la littérature, notamment la stérilité masculine, l'hydrocéphalie et la rétinite. Ceci s'explique par l'absence des structures qui ressemblent aux cils respiratoires. Par exemple, au niveau des spermatozoïdes, les flagelles des spermatozoïdes ressemblent beaucoup aux cils respiratoires par sa mobilité. En cas de mutation génétique, les spermatozoïdes ne sont plus mobiles, ce qui entraîne une hypofertilité. La même chose pour l'hydrocéphalie, les cellules au niveau de l'épendyle cérébral sa mutation entraîne une modification des tissus, ce qui est responsable de l'hydrocéphalie. De même chose au niveau de la rétine. Quels sont les moyens d'imagerie utilisés en cas de syndrome de Carter-Jenner? La radiographie, c'est la technique la plus utilisée à Madagascar, le plus disponible dans toute la grande île, mais elle est très limitée par la superposition des images, surtout pour les petites bronchectasies. Par contre, elle peut identifier la pneumopathie infectieuse, une grosse atelectasie, puis surtout la dextrocardie et le situs inversus.
Le deuxième volet de technique d'imagerie, c'est l'échographie. C'est le moyen d'imagerie encore disponible aussi à Madagascar. On voit partout dans toute la grande île. Et l'échographie abdominale permet de confirmer la présence ou non de situs inversus et de polysplénie. L'écho cardiaque est très intéressant également, pas seulement elle confirme la présence d'une dextrocardie, mais elle peut découvrir également la présence d'une cardiopathie congénitale comme anomalie des septums interauriculaires ou transposition des gros vaisseaux. Dans notre patient, nous n'avons pas trouvé des anomalies cardiaques. En ce qui concerne le scanner, c'est le gold standard. C'est l'examen le plus efficace pour diagnostiquer le syndrome de Cartagener. Il permet de confirmer la présence de bronchectasie, d'atelectasie, de bronchiolite ou de pneumopathie infectieuse. À l'étage abdominal, il permet également de confirmer la présence de polysplénie ou asplénie, des malformations thoraciques, notamment l'hypoplasie de l'arbre vasculaire, du poumon, de pectus excavatum ou de kyphoscoliose. En cas de situs inversus, il existe deux types de situs inversus. On parle de situs inversus complet lorsque la transposition des viscères abdominales est accompagnée d'une dextrocardie. Par contre, on parle de situs inversus partialis lorsqu'il n'y a qu'une transposition des viscères abdominales. Dans notre cas, il s'agit donc d'un situs inversus partialis. Pour les TDM de sinus, actuellement, le blondeau n'est plus efficace pour explorer la cavité sinusienne et le rocher. Le scanner, c'est l'examen le plus efficace. Pas seulement il permet de voir les sinus, la sinusite chronique, mais il permet également de visualiser une éventuelle polypose naso-sinusienne et un comblement de l'oreille moyenne. Quels sont alors les diagnostics différentiels devant un syndrome de Cartagener? À l'imagerie, on ne peut pas éliminer certains diagnostics différentiels, surtout la mycoviscidose. Il faut être éliminé par le test de sueur, l'asthme. Il faut bien regarder les signes cliniques pour éliminer un asthme. Les déficits immunitaires, il faut doser les immunoglobulines et la PPCO que nous avons parlé longtemps ce matin. Quelles sont alors les autres démarches pour confirmer le diagnostic en cas de doute? D'abord, la première démarche, c'est la stroboscopie électronique. Elle permet de regarder une anomalie de la fonction ciliaire. Elle doit être accompagnée par une photo oscillométrie ou une vidéo microscopie numérique à haute vitesse. Mais ce sont des examens très poussés et on n'a pas ce moyen à Majinga. D'autres, en tout cas à Majinga, mais à Madagascar, je ne sais pas. La deuxième démarche, c'est à travers la microscopie électronique. Elle permet d'analyser et de visualiser une éventuelle anomalie de la structure ciliaire. Dans certains cas, on peut doser également les débits de monoxyde d'azote. En cas de diminution des débits de monoxyde d'azote, on peut confirmer plus ou moins la présence d'un syndrome de Cartagener. Quelles sont la prise en charge de ce syndrome? D'abord, il faut faire une kinésithérapie respiratoire associée plus ou moins à des antibiotiques, de bronchodilatateurs et de corticoïdes. L'évolution de ce syndrome dépend de la précocité de traitement. En conclusion, devant un signe respiratoire chez l'enfant, il faut penser toujours au Cartagener. La radiographie et l'échographie peuvent être suffisants, mais la TDM qui est coûteux, c'est l'examen d'imagerie de référence pour diagnostiquer ce syndrome. Il n'y a pas de traitement radical curatif et le diagnostic doit être précoce, car le traitement précoce empêche la dégradation de la fonction respiratoire. Monsieur le Président, honorable assistance, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions donc le docteur Habib Nourali.